Klein Moretti, un jeune homme plongé dans un monde de mystère, se retrouva à la fois curieux et inquiet face à l'objet scellé 008. L'artefact, enveloppé de secrets, possédait une aura à laquelle il était difficile de résister. Pourtant, Klein ne pouvait s'empêcher de penser qu'il représentait un danger significatif. Il savait que s'aventurer dans l'inconnu avait souvent un prix. Les pensées de Klein s'emballaient alors qu'il envisageait les possibilités. L'artefact pouvait détenir un pouvoir immense, une connaissance oubliée depuis longtemps, ou même une porte vers un autre royaume. Chaque possibilité était plus fascinante et terrifiante que la précédente. Il devait avancer avec prudence, car un faux pas pouvait avoir des conséquences désastreuses. Malgré sa peur, Klein ne pouvait ignorer l'attrait de l'inconnu. Il était déterminé à percer les secrets de l'objet scellé 008, même si cela signifiait se mettre en danger. Sa curiosité, une force motrice en lui, surpassait les dangers potentiels. Le capitaine Dunn Smith, un vétéran chevronné des Faucons de la Nuit, avait une particularité étrange, sa distraction. C'était comme si son esprit était un tamis, laissant échapper des détails importants avec une régularité alarmante. Cette distraction conduisait souvent à des interruptions, mettant des bâtons dans les roues des plans soigneusement élaborés par Klein. À un instant, Dunn assignait une tâche, la voix pleine d'autorité. L'instant d'après, il était perdu dans ses pensées, le regard absent. C'était comme si le poids de ses expériences avait eu raison de sa mémoire, le laissant chercher des pensées qui le fuyaient. Klein trouvait la distraction de Dunn à la fois frustrante et attachante. C'était un rappel constant que même les individus les plus expérimentés avaient leurs défauts. Malgré les interruptions, Klein ne pouvait s'empêcher de respecter le capitaine, car il savait que derrière la distraction se cachait un esprit vif et un cœur courageux. Dans le monde obscur des Faucons de la Nuit, le danger rôdait à chaque coin de rue. C'était un monde où la confiance était un luxe et où le paiement était attendu d'avance. Klein, nouveau venu dans cette organisation clandestine, se vit confier la tâche de percevoir un acompte pour une mission délicate. L'idée de demander de l'argent à l'avance le mettait mal à l'aise. Cela semblait froid et impersonnel, bien loin des idéaux qui lui étaient chers. Cependant, il comprenait la nécessité de la chose. Les Faucons de la Nuit opéraient dans l'ombre, et l'ombre était souvent accompagnée par la cupidité. Alors qu'il s'approchait du lieu de rendez-vous, une taverne sordide à la périphérie de Backlund, Klein ne pouvait s'empêcher de penser qu'il franchissait une ligne. Il s'aventurait plus loin dans un monde qu'il comprenait à peine, un monde où la morale était fluide et où la survie dépendait souvent de la capacité d'adaptation. Section 4. L'attire d'un gentleman, les conseils de Dunn et l'embarras de Klein. Le capitaine Dunn, malgré sa distraction, possédait un sens aigu du détail. Il avait l'œil pour les petites choses qui échappaient souvent aux autres. Il remarqua que la tenue de Klein, bien que pratique, était loin d'être digne d'un gentleman des Faucons de la Nuit. Klein se sentait souvent mal à l'aise parmi ses pairs, conscient de son apparence modeste. Dunn conseilla à Klein d'investir dans de nouveaux vêtements et une canne, soulignant l'importance de se fondre parmi l'élite de Backlund. Il expliqua que l'apparence pouvait ouvrir des portes qui resteraient autrement fermées. Klein, conscient de ses propres limitations financières, sentit une rougeur monter à ses joues. Il n'avait jamais pensé à dépenser autant pour des vêtements. Il avait toujours été pragmatique en matière de vêtements, préférant la fonctionnalité à la mode. Ses habits simples reflétaient sa vie modeste et ses priorités. L'idée de dépenser son argent durement gagné dans des articles futiles comme une canne et un nouveau costume le remplissait d'un sentiment de culpabilité. Il se demandait si cela en valait vraiment la peine. Malgré sa résistance initiale, Klein ne pouvait nier la sagesse des paroles de Dunn. Il savait que pour réussir dans ce monde, il devait parfois faire des sacrifices. Il savait que les apparences comptaient, surtout dans une ville comme Backlund. Les gens jugeaient souvent sur la première impression, et une tenue élégante pouvait faire toute la différence. Pour infiltrer les échelons supérieurs de la société, il devait en avoir l'air. Klein prit une profonde inspiration
et décida de suivre les conseils de Dunn, espérant que cela porterait ses fruits. Section 5. Madame Oriana, la gentille, logeuse au passé sombre. Madame Oriana, la logeuse de Cline, était une femme chaleureuse et bienveillante. Son attitude joyeuse et son rire communicatif illuminaient même les jours les plus sombres. Sous son extérieur affable, cependant, se cachait un passé enveloppé de ténèbres, un passé qui s'était entremêlé aux horreurs des bas-fonds de Backland. Des années auparavant, Madame Oriana avait été la cible malheureuse des attentions d'un tueur en série. Elle avait échappé à ses griffes, mais l'expérience avait laissé une marque indélébile sur son psychisme. Cela lui avait également donné une perspective unique sur les dangers qui se cachaient sous la façade scintillante de la ville. Le passé de Madame Oriana, bien que tragique, lui avait inculqué une profonde empathie et une détermination farouche à protéger ceux qui lui étaient chers. Elle voyait un esprit semblable en Cline, reconnaissant en lui un mélange similaire de gentillesse et de force cachée. Section 6. Préparatifs de chasse aux démons, balles, tirs et les documents du Vieux Nil. Le monde dans lequel Cline avait été plongé était un monde où les frontières entre la réalité et le cauchemar étaient des flous. Les rues sombres et brumeuses de la ville victorienne cachèrent des secrets terrifiants, et chaque coin pouvait abriter une menace inconnue. Pour survivre, il devait être prêt à affronter des créatures qui défiaient toute explication rationnelle. Ces créatures, issues des recoins les plus sombres de l'imagination humaine, étaient aussi réelles que le danger qu'elles représentaient. Les balles de chasse aux démons, forgées dans l'argent et gravées de symboles mystiques, devinrent ses armes de choix. Chaque balle était un chef-d'œuvre, conçu pour infliger des dégâts mortels aux entités surnaturelles. Cline passa d'innombrables heures au stand de tir, perfectionnant ses compétences jusqu'à ce que sa visée soit infaillible. Il savait que la précision était essentielle, car une seule erreur pouvait être fatale. Le rugissement assourdissant de l'arme à feu, l'odeur de la poudre à canon et le bruit sourd satisfaisant du plomb frappant sa cible devinrent des compagnons familiers. Ces sensations, bien que terrifiantes pour certains, étaient pour Cline des signes de préparation et de maîtrise. Il savait que dans une situation de vie ou de mort, sa maîtrise des armes à feu pouvait faire la différence entre la survie et l'oubli. Chaque mouvement, chaque rechargement, chaque tir devait être parfait. Le Vieux Nil, un vétéran grisonnant d'innombrables rencontres surnaturelles, fournit à Cline des documents qui détaillaient les faiblesses et les vulnérabilités de diverses créatures des ténèbres. Ces documents étaient le fruit de décennies de recherche et d'expérience. Les documents, remplis de symboles anciens et de descriptions cryptiques, devinrent la Bible de Cline. Chaque page était une mine d'informations précieuses, offrant des indices sur la manière de vaincre les créatures les plus redoutables. Il les étudia nuit après nuit, s'efforçant d'en mémoriser le contenu. La lumière vacillante des bougies éclairait ses longues heures de lecture, et chaque mot gravé dans sa mémoire était une arme de plus dans son arsenal contre les ténèbres. Section 7. Une langue d'un autre monde. Les symboles du journal intime et la révélation de Cline. Parmi les effets personnels du précédent propriétaire de son corps, Cline découvrit un journal intime rempli d'étranges symboles. Ce journal, avec ses pages jaunies et son cuir usé, semblait receler des secrets anciens. Au début, les symboles n'étaient pour lui que des gribouillages aléatoires. Ils semblaient n'avoir ni rime ni raison, comme des dessins d'un esprit troublé. Cependant, en les étudiant de plus près, il eut une révélation surprenante. Il s'agissait de caractères chinois. Cette réalisation le frappa comme un éclair dans l'obscurité. Cette découverte fit froid dans le dos de Cline. Comment ces caractères pouvaient-ils exister dans ce monde où le chinois n'avait jamais été parlé? C'était une impossibilité, une anomalie dans le tissu de la réalité. Une énigme qui défiait toute logique et compréhension. Les caractères chinois n'avaient pas leur place dans ce monde, et pourtant ils étaient là, le fixant depuis les pages du journal.
Chaque symbole semblait murmurer des secrets interdits. C'était un signe, un indice qui laissait entrevoir un lien avec un monde au-delà de sa compréhension. Un monde où les règles étaient différentes, où la réalité elle-même pouvait être tordue. Les symboles du journal étaient un mystère qui ne demandait qu'à être résolu. Chaque page semblait contenir une pièce du puzzle, une clé pour déverrouiller des vérités cachées. Klein, animé d'une curiosité insatiable, jura de percer leurs secrets. Il savait que ce journal détenait des réponses cruciales. Il savait qu'en le faisant, il pourrait découvrir la vérité sur sa transmigration et les forces qui régissaient ce monde et celui qu'il avait quitté. Cette quête devenait sa mission, son obsession, et il était prêt à tout sacrifier pour y parvenir.